Donc bonjour Maxime. Donc sur le plan de l'actualité, on aimerait savoir ce qu'il se passe. Nous avons vu dernièrement le gouvernement et les médias parler de la dette. Donc pouvez-vous nous donner votre éclairage sur le sujet ? Oui, je voudrais juste rappeler que je m'intéresse moi à ces sujets depuis 40 ans. Alors j'ai été directeur régional de la Banque de France, j'ai créé une société de séminaires qui s'appelle Vigieco, donc vigilance sur l'économie, et j'ai enseigné ces sujets à l'université d'Auvergne et je les enseigne toujours à la Toulouse Business School. Bon, aujourd'hui, nous sommes en plein mensonge. C'est pas un mensonge délibéré, c'est pas un mensonge complotiste, c'est pas un mensonge organisé, c'est un mensonge par omission, c'est une sorte de mensonge de facilité. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Bruno Le Maire et le président Macron. Bruno Le Maire dit il faut faire une loi de finances rectificative, et le président Macron l'envoie promener, et puis il lui dit « Bruno, tu es là depuis 7 ans ». Bon, en réalité, nous sommes dans une impasse et dans un mensonge. Alors le mensonge, c'est que la trajectoire française sur la dette, c'est de revenir à 3% du PIB de déficit en 2027, c'est l'engagement européen. Par parenthèse, nos auditeurs peut-être pensent que 3%, c'est une sorte d'équilibre. Non, 3%, je crois que je l'ai expliqué dans une émission que nous avons faite il y a quelques semaines, c'était un chiffre que la France avait proposé au chancelier Kohl parce qu'on pensait qu'il ne serait jamais atteint et qu'il ne pourrait jamais être atteint. Donc c'est dans une hypothèse de récession ou de dépression qu'on avait envisagé 3%. En réalité, la règle budgétaire, c'est l'équilibre. Regardez, le Portugal, il est à l'équilibre, l'Allemagne est à l'équilibre, les Pays-Bas sont à l'équilibre, ou quasiment à l'équilibre. Vous avez une petite moitié des pays de la zone euro qui sont proches de l'équilibre. Donc, on s'est complètement planté sur cette trajectoire, puisqu'on découvre Monsieur le Maire, dont je ne suis pas sûr qu'il sache bien compter, a découvert, et la Cour des comptes avec lui, que le déficit n'était pas de 4,9 pour 2023, mais de 5,5. Ça fait 0,6 points d'écart. Et M. Le Maire s'est aperçu que la croissance ne pouvait pas être de 1,4, mais de 1. Mais les économistes disent non, pas 1, plutôt 0,6. Bon. D'ailleurs, le moteur de l'économie française, ce qu'on appelle le potentiel de croissance, il est plutôt de 0,8. Il dépend de la capacité d'investissement, de la disponibilité de la main-d'œuvre, du progrès technologique. Il est faible, en réalité. En plus, on voit qu'il se joue des intérêts personnels, entre autres avec les futures élections, et cela vient se télescoper avec l'intérêt du pays. Oui, moi je fais référence à la théorie des jeux. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un jeu où personne n'a intérêt de défendre l'intérêt du pays. Chacun a un jeu personnel. Par exemple, dans cette dispute entre M. Le Maire et M. Macron, M. Le Maire qui, lui, discute, d'ailleurs en allemand, il parle allemand couramment. À mon avis, il est meilleur en allemand qu'en calcul. Il parle de nos engagements européens. Il dit, là, on n'est pas du tout dans la trajectoire, donc il faut faire une loi de finances rectificative. Et Macron ne veut pas. Pourquoi ? Parce que les Républicains, le parti de Ciotti, a déclaré que s'il y avait une loi de finances rectificative, il voterait la censure avec le Front National et les Insoumis. Alors si les trois se coalisent, le gouvernement tombe, parce que la censure, si elle est votée, le gouvernement doit démissionner. Et après, la tradition de la Ve République, c'est que dans ce cas-là, le président dissout l'Assemblée nationale. Mais si Macron dissolvait l'Assemblée nationale, il reviendrait avec encore moins de députés. Et la France serait encore plus ingouvernable. Parce que Mme Le Pen n'aurait pas la majorité, à mon avis, et Macron aurait encore moins de députés. Donc ça serait encore pire. Donc nous sommes dans une situation où chacun joue un jeu de posture, parce que quand Macron a dit on n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de recettes, c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose de vrai, il en tire des conclusions fausses.
Ce qu'il dit est vrai dans le sens où effectivement c'est du côté des recettes qu'on a été surpris, parce que la croissance n'était pas du tout au rendez-vous, mais nous ici dans ce studio nous le savions, puisque nous avons suivi notre ami Touati, nous avons vu les graphiques, on savait depuis des mois qu'on n'était pas du tout dans la trajectoire, et donc problème de recettes, oui, mais nous savons que la France a une surcharge de dépenses colossale, et on va y revenir dans une émission qui va suivre. Donc, la France n'a pas un potentiel de croissance, ce potentiel est de 0,8, 0,9, on ne sait pas exactement, qui lui permet d'assurer de telles dépenses. Mais personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Personne ne veut le dire. Macron pour des raisons électorales, parce qu'il a peur de ne plus pouvoir s'en sortir. Le maire, lui, il joue la défausse sur Macron. Les populistes jouent la démagogie absolue. D'ailleurs, les programmes des Insoumis et du Front National, ça se ressemble beaucoup. Hein. Bon, ce sont des programmes, on peut dire presque gauchistes. Hein. Bon, et quant aux Républicains, ils jouent un jeu qui est extrêmement trouble. Et on l'a vu avec les retraites d'ailleurs, hein, puisque c'était très difficile à l'Assemblée nationale de leur faire voter la loi de Madame Borne. Mais nous ne faisons pas de politique, hein, donc j'essaye simplement d'utiliser le contexte politique pour vous expliquer ce qui s'est produit sur cette dénégation, ce déni de la situation financière de la France. Ce que les économistes voient, c'est que la dette va atteindre des niveaux qui ne seront plus soutenables. C'est d'ailleurs la trajectoire qui est anticipée par plusieurs économistes que je suis, avec le risque que la France soit en défaut de paiement. Et donc cela aboutirait à une sorte de mise sous tutelle de la Commission européenne. Oui, c'est exactement ça. Alors il faut prendre le sujet progressivement. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous avons une échéance qui s'appelle Moody's Standard & Poor's. Est-ce que ces deux agences, je ne cite pas Fitch puisque Fitch avait déjà dégradé la note de la France, est-ce que ces deux instances vont dégrader la note de la France? Si elles dégradent, ce que je crois moi personnellement comme Marc Touati, les taux d'intérêt à long terme vont monter. C'est ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne qui est le meilleur compétiteur de la zone. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la trajectoire de dette elle-même, qui n'est pas soutenable en l'état. On ne peut pas continuer, puisqu'on sait... Alors je voudrais, au passage, la couverture du Point de cette semaine, je ne fais aucune publicité pour le Point, mais l'homme aux 1000 milliards de dettes, c'est Emmanuel Macron. C'est pour illustrer la trajectoire. On sait qu'entre 2025 et 2026, Macron va atteindre 1000 milliards de dettes de plus qu'en 2017. Donc la dette continue, c'est ça l'intérêt de la couverture du Point. Hein. C'est que la trajectoire n'est pas maîtrisée. Alors, comment faire pour s'en sortir ? Alors, peut-être faut-il maintenant introduire quelques chiffres qui montrent l'ampleur du problème que nous avons à résoudre. Et ça illustre ce que vous disiez tout à l'heure, Joris, c'est-à-dire que aucun parti politique, aucun homme politique ne veut résoudre et n'est capable de résoudre. Ou alors, pour être capable de résoudre, il faudrait une union nationale. Mais cette union nationale est complètement exclue. Hein. Il suffit de voir le spectacle de l'Assemblée nationale pour le comprendre. Alors, quelques chiffres. Quelques chiffres que je vous ai remis ce matin dans une note de Charles Wyplosz, que m'a signalé mon ami Pierre Jaillet, ancien chef économiste de la Banque de France. Charles Wyplosz est économiste à l'Institut des hautes études de Genève, et il écrit dans une petite feuille très pointue qui s'appelle Télos. Et là, il y a zéro effet médiatique, hein, c'est vraiment du lourd. Pour revenir à 3% du PIB en déficit en 2027, comme la France s'y est engagée. Et M. le maire prétend défendre cet engagement. Alors je rappelle que 3%, c'est énorme, parce qu'à Maastricht, on avait fixé ce chiffre parce qu'on pensait qu'on ne l'atteindrait jamais. Bon. Eh bien, il faudrait, selon Charles Wyplosz, réduire notre dépense de 90 milliards. Or, 90 milliards, c'est plus que l'impôt sur le revenu.
c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Et encore, à ce niveau-là, la dette continuerait à progresser, parce qu'à 3% de déficit, la dette continue à progresser. Donc, Charles Wyplosz nous donne un autre point de repère que je trouve meilleur, qui est l'équilibre budgétaire. Nous avons parlé beaucoup dans précédentes émissions de Georges Pompidou, du général de Gaulle, d'une époque où la France se fixait comme objectif l'équilibre budgétaire. Et certains pays européens sont quasiment à l'équilibre budgétaire. C'est 190 milliards. 190 milliards, soit le quart du budget de l'État, pour atteindre l'équilibre budgétaire. Et pour stabiliser la dette, il faudrait réduire peut-être de 150 milliards, quelque chose comme ça. Mais vous voyez que 190 milliards, c'est 2,5 fois l'impôt sur le revenu, c'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale, c'est 1,5 fois la CSG. Donc c'est colossal. Et c'est pour ça qu'aucun homme politique ne le fera. Alors qu'est-ce qui risque de se produire? Effectivement, c'est un accident. L'accident, ça s'appelle un défaut sur la dette. À une date, alors plusieurs analystes prévoient ça, maintenant de manière très franche. Nicolas Bavrez, je voyais aussi Emmanuel Mignon, qui a été la conseillère économique de Nicolas Sarkozy, puis qui est partie parce qu'elle trouvait que la politique n'était pas bonne. Et puis Emmanuel Combes, dans les Échos aussi d'avant-hier. Tous disent « nous allons vers un accident ». Seule la date de cet accident est incertaine. Et je partage, moi, cette opinion, mais comme j'aime bien transformer l'incertitude en certitude, ça c'est mon côté un peu prétentieux, moi je pense que l'accident se produira aux alentours de 2027. Et vous savez pourquoi? Nous l'avons montré dans des graphiques ensemble dans ce studio. C'est qu'en 2027, les charges financières atteindront un sommet autour de 75 à 80 milliards, parce que le renouvellement de la dette avec le remplacement de titres à taux zéro par des titres, ce matin, c'est 2,9, et il est possible que les taux d'intérêt montent. Alors là aussi, on est en pleine confusion, parce que les taux d'intérêt court terme baisseront, mais ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt long terme baisseront. Les taux d'intérêt long terme peuvent monter. J'ai fait sur le réseau LinkedIn hier soir une petite note qui s'intitule « Taux d'intérêt, de quoi parle-t-on » Eh bien, nous aurons 80 milliards, 75-80 milliards à ce moment-là, et de charges financières. La charge financière, c'est autant d'investissements en moins, c'est autant de dépenses d'éducation, de santé en moins, etc. Et donc là, nous risquons un accident. Un accident, ça veut dire un défaut, c'est-à-dire qu'on ne serait plus capable de payer. Justement, nous avons prévu de parler d'un exemple pour lequel ça s'est déjà produit. Et donc, comment cela pourrait-il se passer? Alors, nous allons peut-être dire un mot de ce qu'a été la crise des dettes souveraines en 2012. Nous avons un graphique que nos auditeurs peuvent voir. C'est la crise des dettes souveraines de 2012. Alors, cette courbe, regardez cette courbe, chers auditeurs. Au début, tous les taux, ce sont les taux d'intérêt long terme, ce sont les taux d'intérêt à 10 ans. Au début, ils sont tous confondus, ils sont tous alignés. C'est le miracle de l'euro. Le miracle de l'euro, c'est qu'on avait les meilleures conditions de taux d'intérêt, toutes alignées sur l'Allemagne. Et puis la crise de la Grèce, et la courbe que vous voyez en haut, c'est la Grèce, dont les taux d'intérêt, alors là je ne vois pas la courbe, je la connais par cœur, mais je crois que c'est 12 ou 14%, 15%, quelque chose comme ça. Cette crise de la Grèce et l'absence d'autorité fédérale dans la zone euro, c'est le sommet de Deauville 2010. Moi, je fais plusieurs heures d'enseignement là-dessus, mais c'est un peu difficile à expliquer comme ça sur une chaîne YouTube, a entraîné une défiance généralisée qui fait, regardez la courbe de mémoire, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal. Oui, merci, c'est le graphique. On voit que le Portugal, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne décollent complètement de l'Allemagne. Et même la France, je connais le chiffre par cœur, la France est en bleu, la France, là, a un écart de taux d'intérêt long terme de 123 points de base.
Ce matin, nous sommes à 50. Ce matin, nous sommes à 50, mais comme les journalistes ne travaillent plus les chiffres et que même les universitaires ne les travaillent pas beaucoup, moi je sais qu'il y a 2 ans, on était à 23. Donc, mine de rien, en 2 ans, le spread a augmenté, mais il est nettement inférieur que ce qu'il était au moment de la crise des dettes souveraines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Mario Draghi a dit « Nous sauverons l'euro. Believe me, whatever it takes. Croyez-moi, quoi qu'il nous en coûte, nous sauverons l'euro. Et pour ça, nous achèterons sans limite des titres de dette de pays qui appelleraient au secours, à condition que ces pays respectent les règles européennes. » Et là, ça nous ramène au cœur du sujet que vous avez posé il y a un instant. C'est qu'est-ce qui se passerait si nous avions un accident ? Sans parler que cela pourrait entraîner un éclatement de la zone euro. Oui, c'est-à-dire que s'il y avait un accident, la BCE a des procédures qui lui permettraient de soutenir la dette française. Les procédures existent. Mais la contrepartie serait un plan sur la France. C'est pas la BCE qui le ferait d'ailleurs. C'est le Conseil européen, c'est la Commission de Bruxelles, le Conseil européen, c'est l'instance pseudo-fédérale. Moi, je suis pour une fédération européenne, vous le savez, mais c'est une instance pseudo-fédérale. Et donc, il y aurait un plan sur la France en contrepartie de cette intervention. Mais ce plan, c'est ce que j'essaye de démontrer au vu des chiffres de Charles Wyplosz, que j'ai cités, il serait de l'ordre de 150 milliards. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, M. Le Maire cherche... on ne sait plus très bien combien il cherche. Je crois qu'il cherche 30 milliards. Il cherchait 10 milliards, et il en cherche 20 de plus, depuis qu'il s'est aperçu qu'il s'est trompé dans la trajectoire. Mais ça, c'est pour être à 4,5% du PIB. Il faut être à 3%. Donc, en réalité, nous chercherions, dans un plan comme ça, une grosse centaine de milliards. Donc on ne joue plus du tout au même jeu, vous voyez. Et donc, ça veut dire que si cet événement se produit, un jour, la France sera mise sous tutelle européenne. Alors, comment cela s'est passé pour la Grèce ? Vous avez d'autant plus suivi ce sujet que vous étiez en poste à la Banque de France quand cela s'est déroulé. Alors, la Grèce, Alexis Tsipras, Premier ministre grec, dont je rappelle que c'était une sorte de Mélenchon grec, entre guillemets. Il est allé à Francfort, il est allé à Bruxelles. C'était pas la Banque Centrale Européenne, c'était les autorités européennes en consortium, c'est-à-dire la Commission, le Conseil, surtout le Conseil d'ailleurs, et puis la BCE. On lui a dit, où vous sortez de l'euro ? C'est-à-dire que si vous êtes en défaut de paiement, vos titres ne sont plus reconnus comme des titres valables, donc vos banques ne peuvent plus se refinancer auprès de la BCE, et donc vous sortez. Alors ça, ce sont des mécanismes très simples, mais qu'on n'a jamais enseignés aux Français. C'est que les banques françaises, pour se refinancer auprès de la BCE, elles doivent donner en garantie, on appelle ça le collatéral, elles doivent donner des titres de dette valables, c'est-à-dire non fautés, non en défaut. Si vous êtes en défaut, vous ne pouvez plus vous refinancer. Donc, vous sortez de la zone euro. Vous sortez puisque vos banques ne peuvent plus se refinancer, donc vous devez recréer une monnaie nationale. Alors, je ne vous dis pas, si on devait recréer le franc français, aujourd'hui, c'est une monnaie qui se déprécierait à toute vitesse. Et donc, la Grèce, on lui a imposé un plan drastique, et Tsipras a dit, je vais consulter le peuple grec. Alors, il a consulté le peuple grec a dit non, et Tsipras l'a fait quand même. Il l'a fait quand même parce qu'il pensait que sortir de l'euro serait catastrophique pour son pays. Et donc, nous aurons peut-être un scénario où... j'ai une imagination assez développée, c'est une qualité et un défaut. Nous aurons peut-être Madame Le Pen, qui devra gérer une cessation de paiement de la France, avec un plan
où il faudra économiser 90 milliards, peut-être plus, où la retraite, ça sera 67 ans pour tout le monde tout de suite, et pas le truc là de Madame Borne, 64 ans en 2030. Par parenthèse, on le fera dans une autre émission, mais le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites, qui est plus sérieux que le précédent, dit que les retraites ne sont toujours pas financées. Et au final, Tsipras a dit « je le fais quand même ». Le peuple grec a dit non, mais je le fais quand même. Alors oui, vous pourriez avoir Madame Le Pen qui, à ce moment-là, Madame Le Pen, ou qui vous voulez d'ailleurs, suspendrait les pouvoirs du Parlement français, article 13 de la Constitution de la Ve République. Pour assurer la continuité des pouvoirs publics, le président de la République peut suspendre le Parlement pendant 3 mois. Et elle dirait, eh bien, pour assurer le paiement des fonctionnaires, pour assurer le paiement des retraites, je suspends les pouvoirs du Parlement, je gouverne par ordonnance et j'exécute un plan européen d'économie de 120, 130 milliards, plus la retraite à 67 ans tout de suite, plus. Voilà. Alors, moi, ce qui me fait très peur, c'est que... D'abord, j'ai peur pour moi, personnellement, et je crois que tous les Français peuvent avoir peur, mais ce qui me fait peur, c'est que les Français ne sont absolument pas au courant de la situation. Enfin, ils ne sont pas au courant. J'ai tort de dire ça, parce que dans la note de Charles Wyplosz dit que 81%, c'est un sondage, je crois qu'il est ELAB, 81% des Français pensent qu'il faut prendre des mesures pour désendetter la France. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les partis politiques sont sanctionnés par les Français, avec des petites nuances, mais ils considèrent que les partis politiques sont incapables, et que les hommes politiques, donc français, sont incapables de le faire. Bien, merci pour cet éclairage, Maxime. Au revoir.